Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui DINADDR.tools, donc Dynamic Address Tools, qui va tout simplement vous permettre de vous créer un petit DIN DNS gratuitement. Et le tout est basé tout simplement sur des appels d'URL. Donc on se trouve ici sur la page qui décrit ce service. Donc de nouveau, il ne demande pas de compte, vraiment rien de particulier. Et son utilisation, vous allez voir, elle est toute simple, mais je voulais encore plus simplifier. Vous connaissez mon amour pour les scripts en bash. Je vous ai donc évidemment préparé quelque chose que l'on va découvrir par la suite. À l'occasion de ce petit tutoriel sur DINADDR.tools, on va également aborder la résolution de noms et on va également aborder le sujet de ce qu'on appelle généralement la propagation DNS. La propagation DNS, c'est un petit peu un mythe dans le domaine et ça va être l'occasion de démystifier ça. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, il est faux d'appeler ça de la propagation. Donc si cet utilitaire vous intéresse, vous pouvez rester pour que je vous le présente. Et si cet utilitaire ne vous intéresse pas, je vous invite directement à utiliser le petit timecode en bas pour passer à la suite. Donc concernant DINADDR.tools, DINADDR.tools va nous permettre de nous créer une petite entrée DIN DNS qui va être mise à jour tout simplement en utilisant des appels d'URL. Ce sous-domaine, vous n'allez pas pouvoir le choisir, il va être généré automatiquement en utilisant l'algorithme SHA-224 que l'on peut voir ici. Donc vous n'allez pas avoir le choix de quel nom vous allez donner, mais ce n'est pas important parce que finalement le but du DIN DNS va tout simplement être de rediriger par la suite vers un de vos domaines personnels afin de toujours avoir votre adresse IP publique correcte. Pour moi, ça, c'est pas un souci, c'est un petit peu moche, mais une fois qu'on l'a utilisé, finalement, il ne va pas changer et puis ce n'est pas un problème. On voit ici au niveau du guide d'utilisation donc que l'on va devoir définir quelle est notre adresse IP, donc quelle IP on souhaite enregistrer pour notre enregistrement DIN DNS. Et on voit également que l'on va pouvoir utiliser un mot de passe, donc un secret que l'on voit ici. Ce secret, ça va être ça qui génère le SHA-224 de votre entrée DNS. Ça paraît compliqué un petit peu de but en blanc comme ça, mais ça ne l'est vraiment pas du tout. Et à nouveau, je vous ai préparé quelque chose de tout à fait convivial à utiliser. Mais pour les explications un peu plus techniques, on voit que pour mettre à jour son adresse IP, on va tout simplement envoyer une requête get, post or put, donc à peu près toutes les requêtes de base que l'on peut faire avec curl ou wget, et on va spécifier notre secret dans cette requête-là. Et ce secret va être utilisé pour générer notre SHA-224 qui sera notre adresse. Pour supprimer une entrée afin de faire un nettoyage, on va envoyer une requête delete sur cette même adresse afin de dire au serveur distant efface toutes les entrées DNS que tu as en stock. Je n'en ai plus besoin. Il est important de savoir que vos entrées DNS, elles vont devoir être mises à jour au moins tous les 90 jours pour rester actives. Donc je vous invite, si vous commencez à utiliser ce service-là, évidemment, à aller mettre à jour régulièrement votre entrée DNS car cela va s'avérer nécessaire pour que celle-ci reste active. On nous spécifie également ici que les adresses IPv4 et les adresses IPv6 sont suivies indépendamment l'une de l'autre. Donc il vous faudra faire les mises à jour pour les deux adresses dans le cas où vous utilisez l'IPv4 et l'IPv6. On va avoir également la possibilité de spécifier que l'on souhaite utiliser seulement notre IPv4 ou notre IPv6 tout simplement en fonction de l'URL que l'on va appeler. Donc en l'occurrence, si on fait un curl sur ipv4.din.addr.tools, on va spécifier notre adresse IPv4 et si on fait ipv6.din.addr.tools, on va spécifier notre IPv6. Également, autre fait intéressant, et c'est le sujet que l'on va aborder un petit peu par la suite, ces entrées DNS, elles ont un TTL, donc un time to leave, une durée de vie de 5 minutes. Ce qui signifie que si vous faites un changement à une entrée DNS, celle-ci va tout au plus prendre 5 minutes à être mise à jour partout. Mais nous reviendrons là-dessus un peu plus tard lorsque nous aborderons la fameuse propagation. Donc évidemment, pour mettre à jour notre adresse IP tous les 90 jours, on va avoir besoin de quelque chose qui le fait automatiquement pour nous. Donc vous pouvez évidemment vous faire un petit script qui va mettre à jour votre adresse IP. Donc vous avez vu finalement la commande, elle est très simple à créer, mais on a également la possibilité, par exemple au travers de pfSense, de venir tout simplement mettre à jour cette adresse IP là régulièrement. Et donc pour pouvoir utiliser ce petit cron job, je vous ai préparé un petit utilitaire tout en un qui va très
très certainement vous faciliter la vie si vous souhaitez utiliser ce service. Et ce petit script, le voici, et vous allez voir que son utilisation, elle est finalement toute simple. Le script reprend toutes les fonctionnalités qui vous sont proposées par dinaddr.tools, donc tout est regroupé là-dedans, et vous allez pouvoir faire appel à toutes ces fonctionnalités en utilisant les options qui vous sont données. J'ai également ajouté une fonctionnalité pour aller vérifier les entrées DNS. Donc dans le cas où vous avez un doute ou vous voulez vérifier que vos entrées DNS sont correctes, vous pourrez directement passer par cet utilitaire. Il y a une option qui va être obligatoire, c'est l'option "-s", car c'est en effet elle qui va définir quelle sera votre entrée DNS et qui va servir à aller interroger ou mettre à jour ou supprimer les valeurs. Donc celle-ci, elle est absolument obligatoire, vous ne pourrez pas vous en passer. Donc en utilisant l'option "-s", vous allez définir un secret. Ce secret, ça va être une chaîne de caractères aléatoires. Je vous recommande de ne pas utiliser des mots communs tels que test ou typiquement comme ici, one super secret passphrase. Car évidemment, si quelqu'un utilise le même nom ou même mot de passe que vous, eh bien vous allez vous mettre à jour les entrées DNS parmi. Et évidemment, ce n'est pas extrêmement idéal. Dans le cas où vous souhaitez mettre à jour votre adresse IP, vous allez utiliser l'option "-i". L'option "-i", elle va indiquer que vous souhaitez mettre à jour votre adresse IP, soit en spécifiant l'adresse IP que vous voulez, soit en utilisant le mot self, et le mot self va être interprété par le serveur distant et il va utiliser l'adresse IP qui a été fournie pour faire la requête afin de l'utiliser pour le DNS. Donc finalement, l'option self, ça va être celle qui va vous permettre de mettre à jour votre DNS de manière régulière et automatique. Ensuite, on peut toujours avec l'option "-s pour définir le secret, on peut utiliser l'option "-r qui va permettre de lire la valeur actuelle. Donc vous allez interroger un serveur DNS afin qu'il nous dise quelle valeur d'IP il a pour la résolution de notre DNS. Et si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'utiliser l'option "-n pour spécifier un serveur DNS à interroger pour vos requêtes. On a également l'option "-d qui va forcer la suppression de tous les enregistrements DNS, qu'ils soient IPv6 ou IPv4. Et si vous passez les options "-4 ou "-6, vous allez forcer l'utilisation soit de l'IPv4, soit de l'IPv6. Donc voilà, le script est vraiment finalement extrêmement simple. Petit détail concernant le serveur de nom, le serveur qui est spécifié ici, c'est le serveur DNS qui est responsable pour la résolution de nom de addr.tools. On est donc certain de cette manière-là d'avoir une réponse qui est la plus précise possible et la plus rapide possible. Et je vous propose tout de suite qu'on passe à la démonstration de ce petit script pour ensuite aborder le sujet de la résolution auquel on va fatalement être confronté lors de cette expérimentation. Ça va être l'occasion pour moi également de vous rappeler que j'utilise souvent MobaXterm, que je trouve vraiment être un utilitaire sympa, et que dans MobaXterm, vous avez un petit terminal qui va vous permettre d'utiliser du bash directement sous Windows de manière assez sympa. Et vous allez même pouvoir installer certains paquets si ceux-ci vous sont nécessaires. Alors il n'y a évidemment pas tous les paquets, c'est pas un repository Debian, c'est ceux qui sont fournis par MobaXterm, mais les utilitaires de base sont présents. Donc je vous invite à un peu à aller tester ça, moi c'est quelque chose que je trouve assez sympa à utiliser. Pour cette présentation, on va venir exécuter notre script. Celui-ci se trouve actuellement sur mon bureau. Et je vais tout simplement pouvoir l'exécuter ici en utilisant la commande suivante, bash, et en venant spécifier l'emplacement de mon script. On peut également tout simplement venir le glisser et le déposer pour que le chemin se place directement. Donc à partir de là, si on exécute ce script, on obtient une erreur. On nous dit que le paramètre secret, le paramètre "-s, il est nécessaire. Donc on va venir spécifier notre paramètre s et on va venir indiquer notre mot de passe. Donc par exemple, mot de passe 1. Évidemment, je déconseille à nouveau d'utiliser des choses trop génériques. Et si quelqu'un a déjà utilisé ça, eh bien tant pis pour lui. Et donc si je spécifie ça, déjà on obtient une erreur ici. On voit qu'il nous manque un paquet qui s'appelle "-sum". Et ensuite on nous dit qu'il manque une autre option "-r", "-i" ou "-d" afin que le script sache qu'est-ce que l'on veut faire avec lui. Et on va commencer par installer "-sum" qui est manquant. Donc on voit qu'il nous dit que "-sum" n'a pas été trouvé, mais qu'il existe dans le package Perl. Donc on va installer Perl avec apt-get install Perl. On fait oui, et MobaXterm va installer "-sum" qui est nécessaire
Voilà, l'installation est terminée. Et si on réexécute notre script tel que l'on l'a fait avant, on n'obtient plus d'erreur au niveau de chassum et on voit qu'on obtient quel va être le nom de notre DIN DNS une fois qu'on aura mis à jour notre adresse IP. Mais on a toujours une erreur, on n'a pas passé d'option pour indiquer au script ce qu'on souhaite faire avec lui. Donc la première chose qu'on aura envie de faire, évidemment, ça va être de créer notre entrée DIN DNS pour notre adresse IP publique. Donc pour cela, on va utiliser l'option "-i" et on va utiliser self afin que le serveur distant utilise l'adresse IP avec laquelle on vient effectuer notre demande. Donc on fait Enter et on voit ici que le script indique que la commande s'est bien déroulée. Donc maintenant que notre entrée est définie, on peut également venir passer l'option "-4 pour indiquer que l'on souhaite utiliser seulement notre adresse IPv4. Donc à ce moment-là, on a sans doute remis la même valeur, mais on peut également venir indiquer que l'on souhaite utiliser seulement l'IPv6. Et à ce moment-là, je dois avoir deux valeurs d'IP qui ont été stockées pour mon nom DIN DNS qui est le suivant. On peut venir vérifier la chose grâce à l'option "-r, donc pour read. Il nous manque la commande dig au niveau de notre script, donc on va recommencer la même manipulation. On va venir installer dig et on nous dit que dig est fourni dans le package bind utils. Donc on va venir installer bind utils. Voilà, l'installation s'est à nouveau bien déroulée. On va venir réexécuter notre commande pour lire la valeur qui nous est retournée par le serveur. Et cette fois-ci, on obtient nos adresses IP. On obtient notre adresse IP IPv4 et on obtient notre adresse IPv6. Donc ça fonctionne tout à fait correctement. Lors de cette interrogation, on a la possibilité de venir interroger un serveur de nom différent. On va, dans notre cas, utiliser celui de Google. Et on vient l'interroger et directement, on a notre entrée DNS qui est créée. Une fois que tout ça est fait, on va avoir la possibilité de venir supprimer nos entrées DNS. Dans le cas où vous souhaitez effacer toutes les valeurs que vous avez données, vous avez la possibilité de venir utiliser l'option "-d" qui va venir tout simplement supprimer les enregistrements DNS. Maintenant, si je viens interroger mon serveur de base, on n'obtient absolument aucune réponse. Pour ce faire et pour nos tests, on va utiliser ce service qui s'appelle whatsmydns.net. Whatsmydns.net va nous permettre de vérifier la propagation de nos noms. On obtient en bas de la page des détails concernant la propagation. Et qu'est-ce que c'est? Et c'est une description que je trouve assez juste. La propagation DNS, c'est le terme commun qui est utilisé pour vérifier si le résultat d'une requête DNS est la même partout ou pas. Il y a également quelque chose d'intéressant dans cette phrase et on nous dit ici qu'on s'interroge souvent sur cette propagation lorsque l'on effectue des changements sur notre zone DNS. On nous explique également que ce processus peut ne prendre que quelques minutes, mais peut parfois prendre de 48 à 72 heures et même parfois plus longtemps. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette formulation-là, car au fait, ces délais-là, ils sont connus. Si vous créez une nouvelle entrée DNS, il n'y aura pas de délai de propagation. Il n'y a pas de délai de propagation, car tout simplement, lorsque vous allez faire une nouvelle interrogation sur une nouvelle entrée, comme elle n'est pas en cache, tous les serveurs vont aller se renseigner auprès du serveur qui possède la réponse, en l'occurrence dans notre cas celui de addr.tool. Si on fait une modification à une entrée existante, là les choses sont un peu différentes, car en effet, les serveurs auront peut-être en cache la réponse, et s'ils l'ont en cache, ils vont nous répondre toujours la même réponse tant que la durée du time to leave de cette entrée n'est pas échue. Comme dans notre cas, on va créer des entrées DNS avec un time to leave de 5 minutes, quoi que je fasse, la propagation ne prendra pas plus que 5 minutes. Et à nouveau, si vous créez une nouvelle entrée, la propagation, elle va être immédiate et on va pouvoir constater tout ça. Ce site-là nous dit également la chose suivante. Techniquement, le DNS ne se propage pas. C'est juste un terme avec lequel les gens sont devenus familiers. Et c'est tout à fait ça que je veux dire. Le DNS ne se propage pas. Si vous créez maintenant une entrée DNS, elle ne va se retrouver nulle part. Elle ne va pas se propager. Elle ne va pas se retrouver sur divers serveurs par miracle. Elle ne va aller nulle part. Elle ne va aller quelque part dans un cache que si quelqu'un cherche à l'atteindre.
Et à ce moment-là, ce serveur-là va dire cette réponse-là, elle est valable 5 minutes, qui est notre time to leave. On peut donc dire que les entrées DNS se propagent, c'est donc conventionnellement correct, mais c'est sémantiquement faux. Les entrées ne se propagent pas. La propagation, entre guillemets, elle ne sera donc jamais plus longue que le plus long des TTL qui ont été utilisés. En effet, si vous modifiez le TTL en cours de route d'une entrée, eh bien les serveurs vont la mettre en cache avec cette valeur-là. Si vous la changez par la suite, par exemple pour passer de 1 jour à 5 minutes, les requêtes qui ont déjà été faites auront déjà une réponse avec un TTL de 1 jour, et donc il vous faudra patienter 1 jour pour que le TTL passe à 5 minutes dans ces caches. Donc je vous propose tout de suite qu'on passe à la démonstration. Donc on va mettre cette petite page de côté, on va prendre notre petit script ici. Et donc pour notre test, on va venir se créer une toute nouvelle entrée d'InDNS. Donc on va venir ici définir quel va être notre nouveau secret. Et nous allons utiliser comme passphrase la propagation, c'est de la fiction. Au niveau de l'adresse IP qu'on va utiliser, on va mettre ici n'importe quoi, quelque chose qui va nous permettre juste de constater les changements et les réponses que les serveurs nous donnent. Et on va utiliser cet outil pour voir quelles sont les réponses que les serveurs nous fournissent lorsque l'on les interroge. Donc on va venir définir quelle va être notre adresse IP. Donc pour notre premier essai, on va utiliser l'adresse 10.0.0.1. On fait Enter, on génère notre entrée DNS, on a notre nouvelle adresse d'InDNS ici. Si on vient interroger notre serveur de base, on voit qu'on obtient bien la réponse 10.0.0.1. Testons donc maintenant la propagation et voyons en combien de temps tous les serveurs du monde retrouvent notre adresse IP. Donc on va venir interroger tous nos serveurs et on voit que tous les serveurs ont déjà notre valeur 10.0.0. Si on la modifie maintenant par 10.0.0.2 et que l'on vient réinterroger notre serveur de base, celui-ci a déjà la valeur 10.0.0.2. On n'a pas eu de délai de ce côté-là. Si on vient réinterroger tous nos serveurs ici, on voit que ceux-ci n'ont toujours que la valeur 10.0.0.1. Ils ont tous cette réponse-là encore pour les 5 prochaines minutes, ce qui représente le time to leave de notre entrée DNS. On n'a pas ce cas ici à nouveau, car j'interroge le serveur qui est responsable pour din.addr.tools. Donc lui, il n'a pas finalement de cache, vu que c'est lui qui fait autorité pour ce domaine-là. Donc on peut venir périodiquement rafraîchir notre page pour voir au bout de combien de temps les entrées vont se mettre à jour. Donc il est 12h25, on va attendre un tout petit peu et on va réinterroger notre serveur au bout de 5 minutes. Voilà, donc on est au bout des 5 minutes et on peut voir qu'à présent, tous nos serveurs ont bien mis à jour notre adresse IP par la nouvelle valeur. On a juste un serveur en Chine ici qui, pour une raison que j'ignore, n'a pas tout à fait la bonne valeur. Mais autrement, tous les autres ont bien mis à jour cette valeur-là de manière correcte. Et le serveur chinois ne saurait tarder à mettre à jour sa valeur également. Donc vous pouvez le voir ici, la propagation, dans le cas où on crée une entrée DNS ou qu'on modifie une entrée DNS, elle ne dépend que d'une chose, c'est le time to leave. Bien que dans le cas de la création, comme on a pu le voir, eh bien, la propagation, elle est immédiate, tout simplement parce qu'au fait, il n'y a pas de propagation. On vient interroger le serveur qui connaît la réponse. C'est donc pour ça, et c'est important de le comprendre, le terme propagation est faux. La propagation, ça part d'un point central pour aller partout. Ça rayonne comme quand on jette un caillou dans une mare. En l'occurrence, le DNS, il ne fonctionne pas comme ça. C'est les clients qui vont chercher la réponse et qui, pour éviter de toujours venir lui demander, la stockent provisoirement. Il n'y a pas de propagation. Et donc à nouveau, lorsque l'on crée une nouvelle entrée DNS, celle-ci, elle est créée immédiatement. Il n'y a pas à attendre que la réponse se propage. Par contre, si on vient modifier une valeur, il faut attendre que les caches se vident, que le time to leave soit dépassé. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez également à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.